Et bienvenue à la série de webinaires sur les solutions climatiques fondées sur la nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau et je suis coordonnateur du programme des approches fondées sur la nature ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je serai votre hôte pour cette série de webinaires. For those who don't know me, my name Pour is ceux qui Charles ne Thibodeau. me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau et je suis le coordinateur du programme des approches fondées sur la nature ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et je serai votre hôte pour cette série de webinaires. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône Zoom appropriée. Simultaneous translation is available. L'interprétation simultanée est disponible. Veuillez choisir la fonction d'interprétation sur la trousse d'outils Zoom sur le bas de votre écran. Si vous ne requérez pas d'interprétation, demeurez sur le canal principal. Un rappel que ce webinaire est enregistré et sera partagé aux participants à la fin de la série avec toutes les présentations en format PDF. Alors, commençons. Si je peux changer mes diapositives, voilà. Au tout début, j'aimerais commencer par reconnaître que je me retrouve aujourd'hui sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq, mais que les gens qui participent virtuellement, pour la plupart, se retrouvent également sur les terres non cédées des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy et bien d'autres. Ce grand territoire où je me retrouve se nomme Wabanaki et est couvert par les traités de paix et d'amitié que ces peuples ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait les titres de ces peuples et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente entre les nations. Je demande que nous saisissions tous cette occasion pour réfléchir à notre relation avec la Terre et au processus continu de colonisation et de décolonisation qui a un impact profond sur le travail des activistes et des environnementalistes. Les concepts de la vision à 2 yeux, de la planification sur 7 générations et d'autres formes de connaissances traditionnelles autochtones sont essentiels pour assurer un avenir durable à notre planète. Et pour ceux qui ne savent pas où je travaille, le réseau environnemental Nouveau-Brunswick a été établi en 1991 et c'est un réseau de communication qui lie ensemble quelques 100 organisations environnementales à non-profit, à but non lucratif dans la province. Et pourquoi travaille-t-on sur ce réseau de communication? Pourquoi travaille-t-on sur les solutions fondées sur la nature? C'est que les solutions fondées sur la nature aident à promouvoir nos organisations membres et leurs travaux, particulièrement sur les bassins versants et les groupes citoyens, pour qu'ils soient efficaces. La communication et la coopération avec plusieurs groupes, ça étant public, privé, gouvernemental, doit être au sein de la solution. Et c'est ça qu'on fait ici au réseau environnemental. Et finalement, les solutions fondées sur la nature ne sont pas seulement plus efficaces et plus durables que les infrastructures grises, mais aussi adressent le changement climatique et les objectifs de développement durable. Alors, bienvenue à partie 2 de cette webinaire à 4 parties sur le sujet accélérer l'adoption des solutions fondées sur la nature. Et merci encore de nous joindre aujourd'hui. Du début de la planification de cette série de webinaires, on voulait fournir des sessions informatives et bien structurées qui vont vous aider à équiper les participants avec les connaissances et les outils requises pour incorporer avec succès et accélérer l'adoption des solutions fondées sur la nature dans leur communauté. On vise à éduquer les participants sur les avantages et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, fournir des études de cas et des exemples pratiques, des histoires de succès d'intégration des projets d'infrastructures vertes, aussi de discuter des avantages financiers, environnementaux et sociaux des solutions fondées sur la nature, incluant éviter des coûts pour des événements de météo extrêmes et des responsabilités réduites. Avec ça en tête, nous avons développé cette série de webinaires à 4 parties et encore bienvenue à la deuxième partie. Alors, partie 2, la finance et l'évaluation économique. Nos deux animateurs aujourd'hui, on a Joanna Akem, qui est la vice-présidente avec Climate Risk Institute. Ils vont parler sur la valeur financière des actifs naturels. Et ensuite, nous allons souhaiter la bienvenue de Michelle Molnar, qui est la directrice technique à National Assets Initiative, qui va adresser l'initiative des actifs naturels municipaux pour la ville de Riverview.
Alors, je sais que nos invités ont une journée occupée, alors on va commencer tout de suite, tout d'abord, avec Joanna. Avant d'introduire Joanna, nous allons offrir quelques minutes après sa présentation pour répondre à quelques questions parce qu'elle doit partir pour une autre rencontre tout de suite après sa présentation. Ensuite, nous allons procéder à la présentation à Michel et par la suite, une dernière session de questions-réponses. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, je suis certain qu'ils seront contents à les répondre par après. De demander la question en français si vous le préférez. Joanna, Alors, ça étant dit, Joanna, bienvenue. Merci d'avoir pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Joanna est reconnue de façon internationale comme leader dans l'adaptation climatique et des solutions fondées sur la nature, ayant 25 ans d'expérience en Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ses travaux à l'Institut de risque climatique, c'est une organisation à but non lucratif qui travaille au niveau national et international, se concentre sur la gestion du risque climatique, incluant l'inondation, l'érosion et les chaleurs extrêmes, et en particulier travaille avec la nature et le secteur financier. Alors, merci Joanna de nous joindre aujourd'hui et je vais te laisser partager ta présentation. Tu peux commencer. Merci beaucoup pour l'introduction et c'est génial d'être ici avec tout le monde et je vais essayer de vous fournir une perspective à haut niveau, comment les actifs naturels et le rapportage est pris en comptabilité dans la prise de décision dans les systèmes financiers au Canada. Et je vais vous donner un peu de survol sur quels standards et lignes directrices qui existent. Et j'espère que ça va se jumeler très bien avec la présentation de Michel par après, parce qu'elle sera en position de vous dire plus de détails par rapport à une étude de cas spécifique. Et je pense que ça devrait fonctionner très bien ensemble. Et comme Charles l'a dit, je suis très passionné par rapport à ce sujet. Je travaille avec Wesley Nature pour réduire le risque naturel et risque climatique et l'adaptation climatique. Évidemment, la nature nous fournit tellement de services. Et ma présentation se concentre sur le climat, mais c'est pas pour dire que je connais pas à propos des autres choses qu'il nous fournit. J'aimerais aussi offrir comme préface de la présentation, disant comment je vais référer à la nature, c'est beaucoup en termes d'actifs et de capital. Et c'est pas nécessairement comme ça que les gens, en général, veulent y penser, la nature, parce que notre relation à la nature, c'est beaucoup plus profond que simplement des questions financières, mais c'est simplement parce que c'est les termes utilisés par le monde dans le système financier et la gestion des actifs et la prise de décision. Alors, gardez ça en tête au cours de la présentation. Alors, premièrement, pourquoi devrait-on se concerner d'actifs et de capital naturel? Une des raisons, c'est parce que lorsque la nature est hors équilibre, et donc notre économie et notre bien-être vont en souffrir. Et voici un graphique qui regarde à des événements catastrophiques qui sont assurables. Et j'aurais dû ajouter un peu plus pour 2024, c'était 9,2 milliards de dollars. Je pense que les chiffres viennent juste de sortir pour 2025 à 2,4 milliards. Alors, comme vous voyez, c'est juste ce qui est assuré. Ce qui n'est pas assuré n'est pas inclus dans ces totals et représente à peu près 3 à 4 fois cette valeur. Et souligner cette tendance, c'est évidemment, nous sommes en train de subir un changement climatique, mais aussi une perte de nos habitats naturels et nos actifs naturels qui, en fait, aident à amortiser ces défis naturels. Alors, c'est pas seulement le changement climatique qui est la cause de cette tendance, c'est aussi la perte de la nature et des services naturels aux gens qui incluent la gestion d'inondations et des chaleurs extrêmes, le feu et ces types d'affaires. Alors, il y a vraiment une impérative financière à gérer la nature de façon plus efficace. Je pense que l'autre chose, et si vous n'avez pas encore lu le sommaire de la revue ici, c'est assez long, mais ça fournit une excellente perspective face à comment notre économie est intégrée directement avec la nature et pas séparée de la nature. Nous faisons partie de la nature et je crois que cette idée de la nature versus l'économie devrait terminer. Et vraiment, notre économie et la résilience de notre économie est tout à fait dépendante sur la nature et non seulement
sur ce qu'on pense comme l'économie étant une chose séparée en termes d'échanges et de finances et d'affaires et c'est la chose. Alors, les infrastructures naturelles est une immense, super structure dans laquelle on vit et c'est comme ça que j'ai tendance à y penser. Alors, en termes de mes pensées personnelles et comment je suis arrivé à ces travaux, une de mes croyances fondamentales, c'est que restaurer l'équilibre et la connexion au sein des systèmes naturels et travailler avec au lieu de contrôler les processus naturels, c'est vraiment central à notre bien-être. Alors, beaucoup de mon travail est centré sur travailler avec les processus naturels pour atténuer l'inondation, l'érosion et les chaleurs extrêmes. Je suis un géomorphologiste en formation et c'est ça ma perspective en arrivant à ce sujet, mais juste pour rétablir un peu plus de respect et d'humilité et reconnecter avec la nature, je pense que c'est comme ça que j'arrive à cette conversation, dans cette idée, en termes de séparer un peu les différents services qui sont fournis par la nature à la population. On a la tendance à y penser comme en termes de les services d'approvisionnement, les choses qu'on acquérit comme le bois, l'eau potable, les services d'entretien comme qui vont faire la régulation de température et les eaux d'inondation, et aussi des services culturels. Alors, si on pense à des connexions spirituelles et ces types de choses, je pense à ça beaucoup parce que je suis chez nous en ce moment en Grande-Bretagne et certaines de ces perspectives que je connaissais depuis mon enfance sont très importantes à moi quand je marche, par exemple, dans le parc local. Et ce diagramme, je l'aime vraiment parce que c'est basé sur le D-Sculpture Review, mais ça démontre aussi comment c'est pas seulement la biodiversité qui est important, mais c'est aussi les processus abiotiques, tels que le déplacement d'eau et le sédiment qui font partie de la nature, qui sont très importants à fournir ces services. Souvent, lorsque je parle, je vais parler de la nature au lieu de la biodiversité parce que je pense que si on parle seulement de la biodiversité, on manque un peu de ces services. Et parfois, c'est un peu plus difficile pour les gens de voir ou de percevoir comment la biodiversité se connecte directement à leur bien-être. Alors, la biodiversité est super importante, mais il y a toujours autre chose que la nature fournit qu'on devrait toujours tenir compte de. Je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est que les actifs naturels, des choses telles que les rivières et les terres humides, ils travaillent à des différentes échelles et il y a des échelles de paysage. Alors, on pense souvent dans ce diagramme, les bassins de rivage ou de littoral ou le paysage, mais en termes de comment on gère ces actifs, on est concentré plus sur les types d'installations et au niveau communautaire. Alors, en termes de standards et comment on peut structurer notre gouvernance, souvent, on se concentre sur les niveaux municipaux, mais ce qu'on perçoit en réalité, particulièrement au cours des dernières années, c'est l'émergence de standards et de protocoles et des meilleures pratiques qui parlent et se réfèrent vraiment à cette échelle régionale et des investissements plus importants, des encadrements d'investissements plus importants comme des corridors écologiques. Et c'est très important parce que on doit travailler à l'échelle des systèmes naturels. C'est pas la même chose partout au Canada. Certaines provinces telles que l'Ontario ont déjà eu des autorités de conservation à l'échelle de bassins versants depuis 1952. Alors, eux font beaucoup de travail au bassin versant et aux rivières et aux rivages, mais c'est l'échelle dans laquelle on veut voir plus de travail s'accomplir en termes de gérer les risques d'inondation, par exemple. Alors, en termes de ce qui se passe à un niveau national, espérément, la majorité des gens ont entendu parler du recensement de l'environnement. Le gouvernement fédéral travaille sur une comptabilité d'actifs naturels et ils ont commencé avec les régions urbaines. Il y a des données qui ont été publiées à propos des systèmes littoraux et océaniques qui est intéressant. Vous pouvez en découvrir plus sur le recensement de l'environnement, la page web. Et le Canada est parmi une de 41 pays dans le monde qui compile les actifs naturels en utilisant le système de l'ONU de comptabilité environnementale et économique. C'est vraiment un bel acronyme, CREA. Cet encadrement, c'est ce qui se passe au niveau fédéral.
Et ce qu'ils ont réussi à accomplir, c'est de reproduire ou de produire avec ces données qui est accessible par le public en passant. Je sais que certaines municipalités comme Montréal utilisent ces données directement pour leur analyse interne, le canopée d'arbres, par exemple. Alors, ils sont en position de surveiller des indicateurs qui peuvent indiquer notre performance en termes de notre capital naturel ou nos actifs naturels. On regarde à la verdure urbaine pour plusieurs années et sur une base régulière, on voit ces indicateurs de publier pour qu'on puisse voir dans quelle direction nos actifs naturels s'alignent. Et je pense qu'il y avait des bonnes nouvelles dans la verdure urbaine, dans certains de nos centres urbains, qui est excellent. Alors, beaucoup de données là pour qu'on puisse explorer. En termes de comment la comptabilité fonctionne, je voulais juste expliquer un peu ici. Alors, en termes de comment ils font la comptabilité physique ici, qui est la portée et la condition de l'écosystème en soi-même, que ce soit une rivière ou un marais salé ou peu importe. Ensuite, on regarde aux services d'écosystème, qui sont les actifs naturels qui sont fournis. Et c'est essentiellement les services qui sont évalués. L'actif soi-même n'est pas évalué, c'est les services qui en dérivent, qui sont évalués et ensuite compilés. On n'aura jamais un parfait système d'évaluation des actifs naturels parce que c'est très difficile de rendre argentés tous ces services que la nature nous fournit. Mais du moins, on peut au moins avoir une approximation de certaines des valeurs, mais la valeur totale est en vérité beaucoup plus. Alors, ça peut être utile à garder en tête. En termes de ce qui se passe au niveau de gouvernance locale, on voit ici au-delà de 150 gouvernements locaux qui gèrent et mettent en valeur les actifs naturels et nos plus grandes villes sont intégrées là, dans cette cohorte et c'est dû en général au travail des initiatives des actifs naturels. Vous voyez une grande cercle en Colombie-Britannique qui est dû au fait que c'est là que l'IAN a commencé. Il y a beaucoup de bouche à oreille, les communautés qui voient ce que leurs voisins font. En Ontario, il y a eu beaucoup de travail accompli et en marche parce que la planification de gestion des actifs est exigée en Ontario et eux doivent inclure l'infrastructure naturelle dans leur planification. C'est pour ça qu'on voit une plus grande bulle en Ontario et on voit ce type de travail se propager un peu partout dans le pays, mais on aimerait voir ces cercles s'élargir. Mais il y a comme un effet de boule de neige qui se passe, comme ça devient de plus en plus normalisé. Juste un peu d'aperçu pour voir que c'est pas seulement au niveau communautaire local que ce travail se passe. Nous avons en fait, ont fait beaucoup de travail au niveau de bassin versant. Alors, essayer d'amener le protocole de gestion d'actifs naturels à 7 systèmes naturels à l'échelle travaillante, qui est excellent. Ils ont aussi fait du travail avec les communautés autochtones. Et donc, je pense que juste faire un inventaire et de documenter et enregistrer les services qui sont importants, c'est la première étape pour nous aider à mieux les gérer. Et évidemment, si on peut faire ça à l'échelle de bassin versant, c'est encore mieux. Ensuite, certains des travaux que nous accomplissons, désolé, je vais me débarrasser de ça. Alors, un peu des travaux qu'on a fait récemment a été fait pour essayer de rendre ça plus éclairé, comment les gens peuvent réfléchir ou démontrer ces travaux dans leur rapportage financier. Alors, on s'est rassemblé avec beaucoup de comptables et de PDG, les gens qui travaillent sur les actifs naturels dans le domaine financier, dans un système de comptabilité, disons, les travaux qu'ils font. Et nous avons déterminé ces lignes directrices qui vont démontrer comment c'est pas seulement oui, on l'a installé ou non, on l'a pas installé. En fait, on peut commencer
d'un point de départ et ensuite renforcer votre rapportage sur vos actifs naturels dans vos rapports financiers comme vous progressez. Il y a pas de standard. C'est tout bénévole en ce moment. Alors, c'est un excellent moment à commencer. Et en fait, il y a cette approche étape par étape. Ça démontre comment 6 différents indicateurs ou métriques de mesure par rapport au capital naturel peuvent être inclus dans les rapports financiers qui incluent les types ou les classes d'actifs naturels que les gens ont au sein de leur juridiction, la portée de ces actifs, euh, idéalement avec la cartographie parce que je pense que c'est très réel. On peut voir où les zones perdues sont sur la carte, la condition des actifs naturels, les services d'écosystème qu'ils fournissent à la population et ensuite la valeur financière de ces services d'écosystème. Nous avons aussi inclus des coûts de remplacement parce que c'est ça qui est utilisé dans la gestion des actifs et évidemment, on veut le rapportage financière et la gestion des actifs, qu'ils s'intègrent bien ensemble. Et je pense que la chose importante, c'est beaucoup des travaux qui se font faire, c'est pour établir une ligne de base face à ce qui sera important en discutant le changement, parce que ce qu'on veut voir, c'est la valeur de nos actifs naturels et la portée de nos actifs naturels augmenter et ne pas descendre. Donc, je pense que la divulgation de changement est très importante. Et certainement, il y a une opportunité de mettre en priorité certaines classes d'actifs naturels en premier pour qu'on puisse commencer sur, par exemple, les terres humides. Si vous avez déjà beaucoup de données sur ces terres humides, ou vous pouvez mettre en priorité différents services. Exemple, si les gens sont très intéressés dans les eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales ou la canopée forestière, on peut mettre en priorité différents services. Alors ça, c'est un peu un survol de ça, cette guide qui est disponible gratuitement et je vous avise d'en faire la lecture. Je pense que j'ai une dernière diapositive. Là. Bon, le voilà. Alors, ces codes QR vous mènent directement à ces rapports. Ils sont disponibles dans les deux langues. Et je pense que le but ou l'objectif et l'utilisation de ces informations, c'est évidemment à regarder la gestion des actifs, la planification des actifs et comment on gère nos actifs existants, mais aussi une évaluation optionnelle lorsqu'on prend des décisions économiques ou lorsqu'on regarde à investir ou où on va appliquer nos applications de financement. C'est une bonne stratégie d'évaluer ce qu'on anticipe étant les avantages, par exemple, de ces applications. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de différences. Ce n'est pas seulement l'existant, mais aussi la planification pour des projets d'infrastructures naturelles dans l'avenir. Ce qui me mène à un projet que Michel et moi, on travaille les deux dessus en ce moment, qui est une option pour le guidance d'évaluation pour les travaux côtières, en ce moment, qui sera disponible publiquement provenant du Conseil des standards au Canada et qui vraiment explore comment intégrer des résultats sociaux et écologiques dans la prise de décision et évidemment comment on évalue et met en valeur les avantages des infrastructures naturelles, les projets d'infrastructures naturelles pour qu'on puisse inclure ces causes-avantages dans ces rapportages. Et ça nous fournit des alternatives dans la décision de prise de décision économique. Alors, on regarde à des prises de décision à multiples critères et l'analyse de ces derniers aussi. Et le rapport sera sorti en printemps, alors vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour ça. Et je vais vous laisser avec d'autres perspectives face à ce qu'on perçoit dans les infrastructures naturelles et les capitales naturelles. Alors, on voit des gens comme les organisations comme l'Institut CD Howe, aussi Policy Options. On a publié plusieurs articles à propos de capital naturel et l'infrastructure naturelle récemment. Alors, il y a beaucoup d'intérêt là. L'Institut canadien des actuaires qui, en fait, évalue les risques financiers sont aussi concernés à propos de la nature. Alors, c'est une bonne indication qu'eux sont intéressés. Et finalement, récemment, l'évaluation d'infrastructure nationale, un des premiers buts clés ou recommandations clés, c'était d'en sortir le maximum des infrastructures naturelles. Alors, on peut voir que les infrastructures naturelles s'intègrent de plus en plus dans les pensées générales au lieu d'être à bord. Il y a aussi, voici une grande diapositive et je vais tout rendre ça disponible après la présentation, mais il y a beaucoup de travail qui se fait faire sur l'évolution des standards. Vous avez fort probablement vu 3 standards ISO qui ont sorti en 2025
pour la comptabilité des actifs naturels, biodiversité dans les stratégies et les opérations et le gain net dans la biodiversité. Alors, ça, c'est des standards ISO. Aussi, de façon internationale et particulièrement important, c'est le Conseil de comptabilité du public international, International Public Sector, les ressources réelles naturelles tenues pour la conservation en décembre 2025, c'est rendu disponible au Canada, ce qui pourrait refléter les actifs naturels dans les états financiers et non seulement dans le rapportage, qui est quelque chose qu'on va travailler dessus. Ça parle aussi beaucoup de PSAP et ça parle de la durabilité. Le Bureau international de durabilité ont récemment dit qu'ils vont travailler sur la nature et ils vont produire quelque chose en octobre 2026, juste en temps pour COP17. Entre-temps, au Canada, les gens comme Michel et moi, on travaille sur des standards et des protocoles pour les actifs naturels ainsi que pour la planification pour les bassins versants, les solutions basées sur la nature pour des situations côtières, des solutions basées sur la nature pour des systèmes agricoles qui vont toutes sortir. La première, je pense, qui est déjà sortie pour revue publique en ce moment, si les gens veulent le voir. Et ça, c'était ma dernière diapositive. Et c'est ça, j'ai touché à ça assez brièvement, mais si vous avez des questions, ce serait le temps de les poser. Je serais contente de les prendre et les répondre, si possible. Si vous avez des questions en français, je suis à l'aise à répondre en français aussi. Merci beaucoup, Joanna. I have a quick question. You mentioned. J'ai une question rapide. Tu as mentionné l'Ontario, la grande bulle, le grand chiffre. Je me demande si l'Ontario, c'est la seule province qui ont comme mis comme loi que les municipalités font cet inventaire et je me demande s'il y a d'autres bruits qui proviennent d'autres provinces qui pourraient regarder à mettre ça en forme légale ou promouvoir ça. Oui, c'est que l'Ontario, je crois, est la seule province qui a rendu la gestion des actifs naturels essentielle. Je crois qu'il y a des lignes directrices dans les autres provinces, mais ce n'est pas exigé. C'est plus ou moins, s'il vous plaît, faites ça. Alors, je pense que ce serait une excellente chose que ce soit pour l'évaluation d'infrastructures naturelles qui regarde aux problèmes d'infrastructures vieillissantes, le logement, incluant l'infrastructure de système pluvial. Avions un message similaire. Et la planification de gestion d'actifs et la planification à long terme dans le système financier, c'est attaché, ça va de main en main. Et c'est super important pour l'infrastructure parce que autrement, si on pousse ces types d'investissements dans l'avenir, il y aurait des répercussions négatives. Et on serait pris avec les infrastructures grises aussi. Et je pense que cette poussée envers la gestion des actifs est super important. Et aussi, dans le conseil de comptabilité du secteur public, une fois que c'est accompli, ça pourrait encourager les gens aussi, fournissant une différente motivation, un différent niveau de motivation. Y a-t-il d'autres questions pour Joanna? Sinon, merci encore. Je vais te laisser partir à ta prochaine rencontre et je vais commencer à partager ma présentation à nouveau. Merci de nous joindre, Joanna. C'était génial de voir tout le monde. Alrighty. Et bon, maintenant, le tour à Michel. Et j'ai une introduction pour Michel. Michel, c'est la directrice technique de l'initiative des actifs naturels. Elle a au-delà de 15 ans d'expérience dans l'économie écologique et la recherche interdisciplinaire avec une concentration sur la conservation des systèmes naturels à travers l'évaluation, l'analyse politique et le plaidoyage public. Elle a mené et géré des équipes multifonctionnelles, écrit des rapports d'évaluation de capital naturel, desservi comme ancienne présidente de Société canadienne pour les économiques et l'écologique et était une autrice de la chapitre des écosystèmes, des services d'écosystèmes en environnement et le changement climatique au Canada. Un rapport de défi national. Michel, si tu peux partager ta présentation, j'ai hâte à entendre ta présentation. Merci beaucoup. Je vais juste monter ma présentation ici.
Can you see that okay? Vous pouvez Yep, voir, oui. perfect. Wonderful. Excellent. Well, thank you very much for Bon, ben, that merci beaucoup introduction and pour for the l'introduction, invitation to ainsi que join pour you today. l'invitation de vous joindre aujourd'hui. I'm joining you from Je vous joins Nova provenant de Scotia, la Nouvelle-Écosse, specifically a very particulièrement small village called un Bear petit River village that's intitulé within the Bear River, traditional territory of the qui Bear se River trouve First Nation. dans le territoire So, traditionnel de Première Nation Bear River. I definitely appreciate to J'apprécie be a guest on être this un land invité ici and sur ces terres learning more about it every et day. en savoir plus de ça Today I've been asked à chaque jour. J'ai été demandé on a project that we sur un completed projet que nous avons Riverview, complété Brunswick. à Riverview, This en was Nouveau-Brunswick. one of our early projects at the C'était Natural un de Assets nos Initiative. projets It ran from initiaux about 2019 to à l'Institut. 2020. C'est allé de 2019 à Nonetheless, I 2020. think its Néanmoins, findings, je crois que ses its découvertes et ses approach conclusions et son approche demeurent importantes aujourd'hui. So just before diving into the project itself, Alors, avant d'aborder le projet en soi-même, je devrais introduire l'initiative d'actifs naturels. Nous sommes une organisation sans but lucratif qui est composée d'une petite équipe et un conseil d'administration. Et le but, en fait, c'est que nous reconnaissons que la nature est une de nos infrastructures les plus essentielles, nos actifs les plus essentiels. Alors, les actifs naturels, pensez aux forêts, les terres humides, la verdure, qui contribuent tous à livrer des services essentiels sur lesquels nous nous fions quotidiennement. Des services tels que l'eau potable, l'air net, propre et la gestion d'inondations. Ils sont aussi centrales à toute infrastructure de résilience climatique. Alors, nous devons traiter nos actifs naturels comme étant des infrastructures principales. À ce point, IAN aide les municipalités à identifier, mesurer et mettre en valeur les services locaux que leurs actifs naturels leur fournissent. Et à l'interne, ça aide les municipalités à bien faire la comptabilité pour eux quand ils font leur planification et la gestion de leur infrastructure. Comme Joanne a mentionné, aujourd'hui, nous avons travaillé avec au-delà de 150 communautés au travers du Canada, de côte à côte à côte, vraiment démontrant que la gestion des actifs naturels et cette approche est reproduisable et peut se faire à l'échelle. Et avec ça, laisse-moi parler un peu plus de ce projet, particulièrement à Riverview. Le projet lui-même a été initié par la Commission de services régionaux du Sud-Est et ça a été complété en partenariat avec la ville de Riverview. La ville était vraiment intéressée à explorer comment protéger et améliorer les actifs naturels et un grand zone de développement a été proposé pour le bassin versant de Mill Creek. Ça a tombé à être adjacent à un parc. Et on regardait vraiment à la valeur de la gestion des eaux pluviales fournies par ces terres humides existantes. Et on a basé cette estimée sur le coût de remplacer le même niveau de service avec des terres humides de gestion d'eau pluviale. Si vous avez perdu vos actifs naturels et vous auriez à les remplacer avec des actifs ou des infrastructures grises, ce serait quoi le coût? Ou même les remplacer avec d'autres actifs verts, ce serait quoi le coût? On a fait la rue, comme beaucoup de communautés. On a affronté des défis communs, la pression de développement, des demandes augmentantes d'eau pluviale et des infrastructures vieillissantes, tout ça contre l'arrière-scène de changement climatique. Alors, le projet en soi-même avait comme but d'aider la ville à mieux identifier, comprendre la valeur d'inventaire et planifier pour la gestion de leurs actifs naturels. Et c'est ça qu'on est concentré dessus, sur les terres humides et les forêts, et leur rôle en nous fournissant des services de gestion d'eau pluviale qui, autrement, nous requerraient des infrastructures ingénierie. Alors, ceci nous a mené à tester l'hypothèse que les actifs naturels peuvent augmenter la protection environnementale tout en réduisant les coûts municipaux. Alors, à deux buts ici.
Alors, la première étape essentielle, c'était de développer un inventaire d'actifs naturels du bassin versant de Mill Creek pour comprendre la portée, le type, l'endroit, l'emplacement et la condition de ces actifs naturels, probablement similairement à ce que vous faites avec vos infrastructures construites et ingénierie. Alors, pour y faire, nous avons cartographié les terres humides, les zones ripariennes et les zones de forêt. Et nous avons classifié leurs conditions. Nous avons évalué ça comme étant bon, mauvais ou entre les deux, juste. Et nous avions vraiment cette concentration, comme j'ai mentionné, sur la mitigation et l'atténuation des eaux pluviales et l'inondation. Et donc, les images sur le côté gauche de l'écran en sortent du rapport du projet qui est disponible sur notre site Web. Celui en haut, c'est un aperçu de l'inventaire. Et en bas, on voit un aperçu de l'écran de la carte d'inventaire qui démontre réellement où se trouvent ces actifs naturels dans la communauté et c'est quoi leurs conditions. Je devrais noter cependant que depuis ce projet a été complété, le groupe de CSA a dévoilé des standards bénévoles, volontaires, sur les spécifications sur l'inventaire des actifs naturels. Le standard, vraiment, ça fournit cette première étape, cette première démarche envers la standardisation de l'approche de gestion des actifs naturels, tout en définissant les requirements minimes pour le développement et le rapportage de ces inventaires d'actifs naturels. Alors, c'est génial de voir des standards se faire développer et appliquer. Alors, l'évaluation de services en était une première étape importante. Et on a regardé principalement 4 terres humides connectées. Nous avons utilisé un outil qui est disponible gratuitement, Hack HMS, un modèle hydrologique pour informer les niveaux de services qui sont fournis par ces actifs naturels. Alors, le modèle a fait des événements de précipitation qui s'alignent avec des événements mineurs et majeurs. Et le critère de modélisation systématique qui était une réglementation importante pour nous d'atteindre. Nous avons aussi évalué les avantages relatifs des actifs naturels, soit la récolte forestière sur les bassins versants, ainsi que les scénarios climatiques. Alors, nous avons regardé le rôle de ces actifs naturels dans une grande portée de scénarios. Ce que nous avons découvert, c'est que les actifs naturels, en fait, réduisent les flux maximaux, ça améliore la rétention d'eau. Le scénario de changement climatique ont regardé à une augmentation de précipitations ainsi que la pression de développement ont démontré la capacité des actifs naturels de continuer le fournissement de services, même sous une pression de demande augmentée, de niveau de pression augmenté, et pas comme un tuyau qui a vraiment un diamètre fixe. Alors, un diamètre fixe, les actifs naturels ont plus de flexibilité dans ce sens-là. Nous avons ensuite demandé que coûterait-il de doubler ou de reproduire ce niveau de service avec des infrastructures grises. Alors, on va passer à travers de cette table un peu. Cette approche prend pour acquis que la valeur des actifs naturels est au moins égale au coût de remplacement de ces actifs avec des alternatives grises. Comme Joanna a mentionné, c'est vraiment juste une valeur minime due à cette portée de service qui a une plus grande portée que juste la gestion des eaux pluviales. Alors, cette table met en sommaire l'analyse d'eau pluviale et le coût de remplacement de ces infrastructures du perspective de critères existants de modélisation d'eau pluviale. Et par ça, je veux dire, la Ville a requis que le flux maximal après le développement ne soit pas au-delà de ces flux pré-développement. Alors, la première rangée de cette table représente la ligne de base
pour les conditions de flux. This is the flow rate that should Et be le taux de continued flux devrait être the conservé après le The développement. second row of the table, La deuxième rangée de la table is based on the same est basée trajectory. sur In this case, la it's même 5 période de years. retour et dans ce cas ici, c'est une période de Land 5 ans. cover, climate conditions. Superficie But couverte, assumes that conditions the climatiques, mais elle prend pour four acquis wetlands que are les 4 terres removed. humides So you'll sont see, enlevées. the Et donc, surface vous allez area voir, of the storage la superficie va être dropped réduite, to remove la these capacité wetlands. d'entreposage va être réduite lorsqu'on The enlève ces final terres two humides. rows, Et les dernières deux rangées reflect the scenario vont démontrer analysis. l'analyse de So, scénario. factoring Et donc, in future prendre en development, considération des développements and, futurs climate change considerations et les considérations de changement are climatique those final two rows. sont ces deux dernières So rangées. we found that Et nous avons today, découvert I que should say today, aujourd'hui, mais je ne 2021, devrais pas dire aujourd'hui, mais en the 2021, stormwater, les eaux services pluviales were et les way services over 1 million. avaient une valeur au-delà de 1 million. That amount rose Et to, ce montant a augmenté 2.3 jusqu'à million, 2,3 millions those future scenarios. sous certains scénarios de l'avenir dont on a considéré. We wrapped up with a Nous avons round of terminé avec planning toute une and portée de management planification et de recommandations de gestion, The modeling and valuation. la modélisation et la mise en valeur. provided that business Le case travail for pour ces derniers nous a activating fourni ce managing cas d'affaires wetlands pour in the forested gérer de areas façon active to ces ensure terres they humides et ces continue zones de to forêt provide pour s'assurer qu'ils those continuent à nous services fournir ces services indefinitely. essentiels dans l'avenir And doing de façon so, indéfinie. Et en the y town faisant, can avoid la ville peut capital costs éviter of un building coût capital and then, of de course, construire et ongoing, certainement operations, management, les coûts maintenance of those. d'opération, de gestion et d'entretien de ces services d'eau pluviale. So we provided a few Alors, nous avons recommendations fourni to the plusieurs town. recommandations à la ville. First, start with protecting what Premièrement, you have. commençons avec protéger ce que vous avez déjà, Those existing natural protéger assets les actifs through naturels qui sont bylaws, déjà là through avec zoning, des arrêtés, des and zonages, planification municipale, to monitor asset pour condition and aussi de performance surveiller over time la to condition de set ces you up actifs for et leur adaptive performance dans le temps pour vraiment vous and bien to établir integrate pour natural une gestion asset adaptive management et into d'intégrer long-term la gestion des asset actifs management naturels plans. dans les plans de gestion d'actifs The à key long terme. insights coming out of this project Les are perspectives that clés sortant de ce wetlands and projet forests can replace or on dit complement que les terres humides et les forêts peuvent remplacer ou infrastructure, agir comme complément that pour les services actually infrastructures increase in existantes value with dans les urban infrastructures and grises climate et change. que les services augmentent en And valeur planning avec for la natural croissance urbaine et le assets changement climatique. Alors, et enhances la planification resilience, pour les actifs naturels biodiversity, augmente la résilience, la biodiversité et des épargnes de coûts. and I thought, Et j'ai just pensé, before wrapping up, avant de I'd terminer, flag an update. que j'allais vous donner Since une this mise à project, jour depuis ce projet. Riverview has received funding Riverview ont from the reçu un Canada financement Investment provenant Infrastructure Fund du build a naturalized Fonds pond d'accélérateur pour construire this un will étang naturalisé à reduce Mill local Creek flood risk, qui va réduire le risque local d'inondation. accommodate about Ça va 1,000 accommoder housing à peu units, près 1000 nouvelles unités de support logement. the Ça va municipal supporter goals les objectifs promoting municipaux envers un développement ou la promotion d'abordabilité et la densité résidentielle, improve environmental ainsi outcomes, qu'améliorer les résultats enhance water environnementaux, quality, améliorer la support qualité productivity, d'eau, supporter la biodiversité et réduire So l'érosion. construction of the Alors, la naturalized construction pond de cet began étang naturalisé last a spring, débuté and au printemps dernier et est maintenant terminée. I think that's it. Et je pense que So c'est ça. happy Merci to beaucoup. answer Alors, je any serais questions. content de répondre à toutes questions. Thank you so much, Michelle. Merci beaucoup, Michel. Yeah, listening to En the écoutant speakers today and last week aux as well, deux animateurs aujourd'hui et la semaine passée aussi, et en travaillant dans ce domaine pour longtemps, it's becoming more and more ça obvious devient de that plus en plus évident que working with nature is a travailler lot avec la better. nature, It can c'est save a beaucoup lot plus of headache, facile et peut sauver beaucoup de mal de instead tête of que cement wall. travailler contre la Thank nature you et for juste this. construire des murs Also de béton mentioned to ici et là. folks here, Merci. that, Et aussi à l'intérêt des gens every ici, summer, que chaque été, planning, site visits on to planifie nature-based des visites de sites infrastructure projects. aux projets We're d'infrastructure hopefully basés going sur to la be nature. able Alors, on to espère in Riverview this pouvoir year. organiser quelque chose à Riverview cette année. Alors, c'était une belle introduction à There was a ça. question in Il avait une chat. question dans le clavardage. Voyons si je peux le voir ici. C'était de Ali Girobachou. Peut-être tu l'as répondu déjà, mais comment bases-tu ta classification de conditions? Utilisez-vous des indicateurs pour accomplir cette classification? Et si oui, quels indicateurs?
Je pense que c'était le pauvre, juste et bon. Oui, oui, généralement, on essaie de l'aligner avec les échelles que les communautés utilisent déjà pour leurs actifs construits. Et dans ce cas ici, nous avons basé l'évaluation ou le métrique sur perméabilité du site, le nombre de routes ou de chemins dans la région. Alors, on voulait comprendre non seulement la capacité biophysique de vos actifs naturels, mais aussi ce qui l'influence dans les alentours. Alors, si c'était un terre humide naturel avoisinant, disons, un forêt, ça a reçu une plus haute cotisation qu'un terre humide à côté d'un aéroport, par exemple. Parfait, merci. Merci pour cette clarification. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais commencer à repartager mes diapositives et on peut terminer. Et j'essaie de trouver les bons boutons à peser. Et voilà, je le partage tout de suite. Excellent. Alors, le webinaire d'aujourd'hui était concentré sur l'évaluation financière et économique. À la fois, Joanna et Michel nous ont démontré l'importance des partenariats publics et privés, les services d'écosystème et comment les incorporer, les solutions fondées sur la nature dans des analyses de coûts et avantages pour démontrer des épargnes à long terme pour les communautés et une résilience climatique plus approfondie. Alors, j'espère que vous pouvez nous joindre pour la partie 3 la semaine prochaine où on va adresser l'engagement communautaire et co-création. Nos deux présentateurs seront Michel Saka de Simon Fraser en Colombie-Britannique, qui est avec son équipe Action on Climate, et aussi Louise Ndongo de la Nouvelle-Écosse, Caprivian Strip. Elle va présenter son travail en utilisant la planification participatoire pour co-modéliser les solutions fondées sur la nature avec les communautés et les parties prenantes. Avant de partir et ce sujet de finances et d'évaluation économique, j'aimerais mettre en relief d'autres travaux qui se font faire ici au réseau environnemental. Si vous avez la chance, regardez à notre infrastructurenaturelle.nb, site web. Cet site est conçu pour renforcer la capacité parmi les parties prenantes en utilisant des approches fondées sur la nature pour adapter au changement climatique. Vous pouvez trouver des webinaires antécédents, des études de cas, des analyses de coûts, avantages, des outils. Et cet outil a comme intention d'aider les planificateurs, les ingénieurs et les élus et d'autres preneurs de décisions municipales et provinciales pour donner des estimés aux avantages et aux coûts pour des solutions fondées sur la nature. Je crois que toutes ces informations sont dans le clavardage. Si vous voulez regarder au site web ou m'envoyer une question, vous êtes le bienvenu d'y faire. Aussi, si vous n'avez pas fait ça, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, inscrivez-vous sur l'événement de la semaine prochaine, partie 3 des 4 parties, l'engagement communautaire et co-création des planifications. Le lien pour l'inscription devrait être dans le clavardage maintenant. Et finalement, un gros merci. Au travail d'interprétation aujourd'hui. Et les autres de notre équipe, Paul Gregory de Nature Canada, Adam Cheeseman de Nature NB, les deux co-organisateurs de cet événement. Mes collègues Nathalie Gauguin et Jill Young du RNB pour leur aide technique. Et bien sûr à tous nos intervenants, Michel, Joanna et vous tous qui sont ici, qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci également au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui rend cet événement possible et au programme d'appui au bilinguisme du Nouveau-Brunswick du département d'affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick pour son soutien. Alors, merci encore tout le monde et à la semaine prochaine. Thanks, everyone.